Tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Je suis avec Benjamin et Ingrid et on va parler pas mal de droits aujourd'hui. Bienvenue et bonjour à tous les deux. Bonjour, Salut ravi Florent, de ça va? ravi de participer à brainstorming autour du NFT, brainstorming légal, que je vais essayer de vulgariser au mieux. Voilà. Trop bien. Ouais, on a plein de questions pour toi. Donc on va commencer un peu par l'actualité. Benjamin, qu'est-ce que tu as pour nous de croustillant cette semaine? J'ai croustillant, je sais pas, en tout cas, deux actus qui symbolisent l'adoption massive qui arrive sur les NFT et sur le grand public. Deux événements, je pense, hein, en tout cas, moi, je considère que c'est vraiment important. Par exemple, première actu, c'est la grande maison de couture Balmain, qui, on le sait, a fait beaucoup parler d'elle parce que c'était un peu une vieille maison de mode et qui a été reprise par un directeur créatif qui s'appelle Olivier Roustin, qui a fait l'objet d'une série sur Netflix, etc. Donc on a beaucoup parlé de lui, c'est un jeune gars, je crois qu'il a à peine 35 ans, et en 10 ans, il a complètement, littéralement relevé Balmain comme une grande maison de mode principale dans le monde entier, parce qu'il est extrêmement créatif, extrêmement audacieux, et là l'audace va maintenant très loin puisqu'il propose ses créations en NFT. Alors non seulement des NFT, mais en plus, je trouve que c'est très audacieux parce qu'il s'est associé avec une compagnie de gaming qui s'appelle Altava et il a créé des looks virtuels. Donc ce sont même pas des vêtements qu'on pourra porter dans la vraie vie, ce sont des vêtements digitalisés en fait, ce sont des créations 3D que l'on pourra porter lors de l'intervention dans un jeu vidéo qui pour l'instant n'est pas encore sorti, mais pour l'instant on peut déjà acheter en tout cas en NFT le look. Et je trouve que c'est très audacieux parce qu'il rentre par la grande porte, je trouve, dans le monde des NFT, il rentre par la porte de la 3D, la porte du digital. Il a compris que Balmain peut aller encore plus loin, peut toucher un tout nouveau public en adoptant ces technologies à la fois NFT, blockchain et la technologie de la 3D. Donc, en plus, je trouve que c'est astucieux parce que ça évoque, à tous ceux qui connaissent un peu les NFT, ça évoque les skins de Fortnite. On se souvient au tout début des NFT, c'était les collectibles. Donc, les gens collectionnaient les skins, c'est-à-dire on va dire l'apparence visuelle que l'on avait dans le jeu Fortnite. Donc ce sont des vêtements virtuels finalement, et progressivement ces vêtements se trade en NFT maintenant sur OpenSea ou d'autres plateformes. Il y a même dans un métaverse comme Decentraland, il y a ce qu'on appelle les wearables, donc en français ce qu'on peut porter sur soi. Et donc, quand on se balade dans ces métavers, on veut choisir un joli t-shirt, une veste, un jean, etc. Et tout ça s'achète de manière virtuelle et en NFT. C'est-à-dire que ça devient votre propriété et ça peut s'échanger évidemment sur des places de marché, ça peut se revendre avec évidemment parfois du bénéfice, etc. Donc, Balmain rentre là-dedans et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, l'autre actualité, je pense que tout le monde l'a vu, c'est TikTok. Et c'est vraiment intéressant parce que en plus, il y a l'aspect de la Chine. Tout le monde sait que la Chine a encore une fois interdit les cryptos. Mais vous voyez, TikTok, ça appartient aux Chinois et malgré tout, ils rentrent dans les NFT. Donc finalement, les Chinois ne s'en sortiront pas de cette blockchain et je pense qu'ils vont l'adopter évidemment. Et le célèbre réseau social, donc TikTok, se lance dans les NFT de manière assez originale, un peu comme l'ont fait les NBA Top Shots. Vous vous souvenez, c'est ces moments de vidéo où les basketteurs mettent la balle au fond du panier et ces moments de vidéo sont capturés et on en extrait 10 secondes ou 15 secondes de vidéo et on peut en avoir la propriété. Voilà, on peut acheter le NFT de cette vidéo du NBA, donc la National Basket Association. Donc ça, c'est très américain, évidemment. Mais donc sur cette idée-là, TikTok s'est dit, eh ben, on va prendre les vidéos les plus célèbres qui tournent sur TikTok, des plus grands influenceurs et influenceuses, et on va proposer de vendre ces moments, ces top moments, vous voyez, ça s'appelle le TikTok top moment, de vendre ça au grand public. Et alors, évidemment, ils se sont intéressés pour l'instant aux 10 plus grands influenceurs. Celui que je connais le mieux, c'est Gary Vee, c'est son pseudo, il s'appelle Gary Vaynerchuk. Tous les gens de la sphère NFT le connaissent parce que c'est un milliardaire très fantasque aux États-Unis. Il donne des conférences comment dire, de confiance en soi, d'entrepreneuriat. Hein. Il est très axé sur l'entrepreneuriat. Il est très célèbre sur les réseaux sociaux. Il diffuse énormément de vidéos.
Et donc ce Gary V fait partie des heureux élus qui vont pouvoir proposer des extraits de ces vidéos TikTok en NFT. Donc c'est quelque chose, moi, qui pourrait m'intéresser aussi parce que je pense que ça fait rentrer aussi TikTok dans un âge de la maturité. On sait que TikTok était beaucoup décrié parce que c'était le réseau social des très jeunes, hein, des 14-18 ans. Et même maintenant, ça fait longtemps qu'on dit, vous allez voir, TikTok, ça va être comme Instagram, ça va devenir un réseau social mature, qui va intéresser les adultes, les business, etc. Et c'est effectivement le cas. Donc je suis assez surpris de voir ça assez rapidement d'ailleurs. En plus, donc il est question de faire 6 vidéos uniques et en plus ces vidéos TikTok seront exposées au Museum of the Moving Image, donc ça s'appelle Museum of the Moving Image, qui est situé dans le Queens à New York. Et alors dernière chose, je trouve pas peu anecdotique, enfin justement intéressante, c'est que l'argent récolté par ces NFT sera partagé entre les auteurs des clips et les artistes impliqués qui travaillent à la création de ces NFT. Donc il y a déjà tout de suite une logique économique où TikTok partage avec les influenceurs les revenus des NFT. Et moi, ça m'évoque, moi, dans le monde de l'art, on sait tous que les artistes, en général, dès qu'on est dans une galerie, on partage les résultats de la vente avec la galerie. On fait 50-50 avec la galerie. Et je vois que TikTok a utilisé le modèle le plus simple, qui est on fait 50-50 entre les artistes et la plateforme. Donc voilà, je voulais parler de ces deux actus. Après, faut creuser, il faut voir ce que ça va donner. Je sais que le drop de Balmain, c'est aujourd'hui. C'est sur la Binance Smart Chain. Donc il y a, je crois qu'il y a aujourd'hui déjà quelques enchères, il y a déjà des items qui se sont vendus. Mais à suivre, après TikTok, ça démarre aussi, je crois, ce soir ou demain. Voilà pour mon actu. J'avais plein de trucs sur lesquels rebondir, mais tu me fermes la route, Benjamin. Mais ouais, c'est hyper intéressant l'actu de TikTok et je suis prêt à parier avec vous que Instagram va faire la même chose sous 6 mois, peut-être différemment, mais je suis pratiquement sûr que ça va les booster justement, enfin, connaissant Zuckerberg et son amour pour éviter de se faire disrupter en achetant les concurrents. Je pense que ils vont vraiment s'y mettre aussi. Et tu parlais aussi de Gary, le fameux Gary, et c'est hyper intéressant parce que Christie's, je crois, viennent d'annoncer qu'ils vont publier certains des NFT de la collection Gary V, des V-Friends. Et donc ça, c'est quand même assez improbable, et je voulais aussi avoir ton avis parce que pour l'instant, Christie's, qui viennent de dépasser les 100 millions de dollars de ventes liées aux NFT, donc majoritairement à travers les CryptoPunks et les Bored Ape, maintenant commence à avoir des œuvres de Gary Vee, donc qui lui est pas du tout un artiste. Donc est-ce enfin, ça me pose du coup plein de questions. Est-ce que voilà, est-ce qu'il considère que ce qu'a fait Gary c'est maintenant une œuvre, ou est-ce qu'il considère que c'est un petit peu un artiste à travers sa collection, ou est-ce qu'ils sont juste en train de se diversifier et faire plus que juste de l'art, mais aussi des collectibles. Non, Voilà, je trouvais ça intéressant. tu as raison, c'est surprenant parce que je suis allé voir les dessins de Gary Vee et je pense qu'il y a une bascule maintenant qui est en train d'arriver avec cette vente Christie's. C'est que Christie s'intéresse de moins en moins aux démarches artistiques et s'intéresse beaucoup plus à l'aspect communautaire des influenceurs. En fait, Gary Vee se positionne comme un influenceur sur les réseaux sociaux. J'ai vu ses dessins. Ses dessins sont extrêmement simplistes et puérils. Lui-même le revendique. Il dit: Je ne sais pas dessiner. J'ai fait ces dessins en 3 secondes en parlant au téléphone avec des amis. Vous savez il adosse, ses dessins sont adossés à un token qu'il a lancé, qui est un token Gary Vee, donc qui aussi vous permet d'assister à des conférences de Gary Vee. Mais franchement, que Christie se mêle de ça, au départ, ça m'a choqué, effectivement, ça m'a surpris. Après, j'ai compris qu'il y a une bascule aujourd'hui dans le monde des NFT. C'est vraiment l'aspect collection, l'aspect influenceur, l'aspect communautaire. Hein. C'est parce que Gary Vee a des millions de followers que Christie s'intéresse à lui, évidemment. Et après, ça mobilise une communauté autour d'objets qui sont finalement purement symboliques pour moi. Avoir un dessin de Gary Vee, artistiquement, ça n'a aucun intérêt, mais en revanche, au niveau communautaire, c'est avoir une parcelle de ce qu'il représente, hein, de ce qu'il y a autour de lui finalement.
Ouais, c'est à la frontière de l'art conceptuel, on va dire. Euh, Oui, ok, ben ouais. oui, c'est une démarche conceptuelle, effectivement, qu'on retrouve chez certains artistes hein, aussi. Mais dans le monde des NFT, du digital, c'est nouveau, en fait. Yes. Et bon, j'ai une petite actu aussi, c'est pour ceux que ça intéresse, il y a Axie Infinity du coup qui fait une autre levée de fonds. Donc encore un gros montant qu'on vous sort, 152 millions en série B. Et donc pour ceux qui connaissent pas Axie Infinity, c'est eux qui ont propulsé vraiment la hype autour du crypto gaming, donc du jeu avec des NFT qu'on peut échanger, acheter, gagner, etc. Et en fait, ouais, ils surfent sur leur grosse popularité. Et il faut rappeler que ils permettent quand même à des milliers de personnes de vivre juste en jouant. Donc c'est pas rien. Enfin, il y a des villages entiers aux Philippines qui jouent à ce jeu et qui gagnent plus qu'ils ont jamais gagné. Donc c'est aussi le pouvoir de la crypto, c'est décentraliser aussi et désintermédier les revenus. Donc voilà, c'était la petite parenthèse un petit peu plus start-up. Et pour revenir dans le monde de l'art et du sujet du jour, je ne sais pas si Ingrid, tu as vu passer l'actualité qu'il y avait un collectionneur qui avait porté plainte du coup contre Nifty Gateway, parce que je vais essayer de retranscrire l'histoire au cas où. En gros, Nifty Gateway, sur leur système d'enchères, si jamais tu finis deuxième ou troisième, en fait, ils te font acheter le deuxième ou troisième lot et pas le lot auquel tu avais initialement postulé en fait et misé en enchère dessus. Et donc, ce collectionneur qui a quand même dépensé, enfin qui était censé dépenser plusieurs centaines de milliers de dollars, euh, il a refusé de payer du coup parce qu'il voulait pas être deuxième, il voulait le premier prix. Et ce qu'a fait Nifty Gateway, c'est qu'ils ont frisé son compte avec les centaines de NFT qui valent plutôt cher du coup sur la plateforme. Donc bon, c'est aussi un peu la faute du collectionneur d'avoir laissé le NFT sur son compte, mais en l'occurrence, voilà, c'est plus dans le monde traditionnel où on voit ça, où on va friser tes assets. Là, ce collectionneur s'est retrouvé du coup avec une collection d'une centaine d'œuvres qui valent plutôt cher, du coup complètement bloqué, sans qu'ils aient accès, sans qu'il ait accès, sans qu'ils puissent les revendre ou quoi que ce soit. Et donc du coup, voilà, ils partent en justice et on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais je trouvais le sujet intéressant à évoquer avec toi, Ingrid. Oui, oui, tout à fait. J'ai vu cette actualité assez intéressante. Il y a un certain nombre de procès, alors aux États-Unis alors il n'y a pas encore tout à fait des procès, mais il y a des claims, des réclamations qui sont en train d'émerger. J'en ai quelques-unes comme ça, effectivement, et celle-ci est très intéressante parce elle parle du modèle économique, hein. Elle parle de sécurité, elle parle de fiabilité, elle parle du cœur de la relation entre un acheteur et un vendeur. Et ma foi, voilà, c'est vraiment, on va arriver à la cristallisation des points de droit économique qu'on n'a pas du tout, enfin, je veux dire que la bulle n'a pas du tout pris en considération. Il faut savoir que le modèle, donc tout le marché du NFT, alors aujourd'hui dans le domaine de l'art, j'ai vu que ça représentait 2% des ventes depuis un an, hein, 2% des ventes du marché de l'art, 2%, donc c'est lié à des œuvres digitales, donc, enfin des œuvres numériques, parce que digital c'est le mot anglais, comme on est dans le monde du droit, on aime bien les termes précis, donc digital en français, ça ne doit pas se traduire par virtuel, ça doit se traduire par numérique. Voilà, donc c'est un peu une précision. Donc ce marché des œuvres numériques adossé à des NFT aujourd'hui pose un certain nombre de problèmes qui sont liés à la structuration des ventes numériques. Et là, on en a une illustration claire. On peut peut-être te présenter Ingrid parce que c'est vrai que nous on te connaît bien, tous les gens de Clubhouse te connaissent bien. On peut juste préciser pour ceux qui nous écoutent en replay sur le podcast que tu t'appelles Ingrid Méry Asio et tu es avocate spécialisée en art et technologie.
au cabinet Avant-Garde Avocat. Donc je crois que ce cabinet, tu pourrais peut-être nous dire 2 mots sur ce cabinet parce que je sais qu'il y a aussi Mathieu Quignou et vous êtes, Oui, comme le nom l'indique, à l'avant-garde. Donc effectivement, vous êtes très pointu sur tout ce qui est les tokens, la blockchain, l'art et les NFT, hein, je crois. oui, oui. Alors effectivement, moi je suis donc avocat au barreau de Paris depuis 25 ans. Je viens du monde traditionnel de la propriété intellectuelle. Je suis avocat spécialiste, donc avec la spécialisation du barreau en droit de la propriété intellectuelle. J'exerce toujours dans le marché de l'art, dans le cinéma, dans l'édition, dans la musique. Je suis également enseignante en droit de la musique, droit de la production audiovisuelle. Donc j'ai une expertise du terrain et une expertise évidemment de l'évolution du droit. Je suis également membre d'associations de juristes spécialisés en droit de la propriété intellectuelle. Ça concerne aussi les marques et la mode et le design et les bijoux, tout ce qui est l'art appliqué. Et donc moi, j'ai commencé ma carrière au début des années 2000 avec des problématiques de droit qui étaient extrêmement limpides, simples. Par exemple, sur la notion d'originalité d'une œuvre d'art, on y reviendra peut-être. Et au tournant, donc avec évidemment l'explosion d'Internet, mais au tournant des années 2010, je me suis intéressée à l'évolution conceptuelle et l'appréhension euh, nouvelle qu'il fallait avoir de l'ensemble des concepts juridiques qu'on avait l'habitude de manier. Et on est effectivement une poignée. Alors oui, oui, non, ce qui m'a surtout amené vers le droit de la blockchain, c'est le constat d'un épuisement un petit peu de l'économie des revenus des artistes. Les artistes, les auteurs, hein, les auteurs dans le monde audiovisuel aussi, que je connais, avec lesquels je travaille depuis très longtemps, les auteurs, les artistes ne sont pas, sauf quelques stars, hein, mais bien sûr, mais ne récoltent pas du tout. Il y a une décorrélation entre l'investissement et c'est objectif, hein, ce que je dis, ça n'a pas de lien avec la valeur qu'on attribue ou pas à leur production artistique, mais il y a une décorrélation du statut et il y a un appauvrissement, une précarisation, comme on dit, des statuts et des revenus des auteurs et des artistes, hein. Alors, auteur, voilà, artiste, c'est les mondes des plasticiens. Auteur, ça peut être le monde de l'écrit, le monde de l'audiovisuel, le monde de la. Et j'en suis arrivée à la conclusion d'un essoufflement général du système, de la monétisation et de la répartition des revenus et de la répartition des richesses de la production intellectuelle. Voilà, Ça, c'est pour intéressant. faire. En fait, ce que tu veux dire, pardon, je te coupe, mais ce que tu veux dire que c'est
l'appauvrissement des artistes finalement qui sont mal rémunérés parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. C'est ça qui t'a fait t'intéresser à la blockchain, où effectivement l'idée de cette décentralisation de la blockchain, c'est de supprimer les intermédiaires et que les créateurs, entre autres, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, mais bien d'autres encore, mais en tout cas les créateurs peuvent recevoir directement un paiement du collectionneur en direct, et c'est ce qui fait que les NFT t'ont branché en fin de compte. Alors, je suis un peu mal à l'aise avec cette idée de la décentralisation. On va pas rentrer dans la discussion, mais pour moi, c'est une idée conceptuelle, intéressante, hein, mais il y a l'idée que c'est complètement décentralisé et qu'on supprime les intermédiaires, c'est un peu, pas un peu un fantasme, hein. Je le dis clairement. Je pense, ce qui est intéressant dans la blockchain, c'est que c'est un nouveau protocole, enfin un protocole informatique qui intègre plusieurs type de protocole qui permet une automatisation du reversement des revenus avec une remontée des recettes et une transparence et aussi un time stamping, c'est-à-dire un enregistrement, pardon, je confonds les mots en anglais et en français, un enregistrement des mouvements. Donc, quand je dis la précarisation des artistes, je parle aussi de la précarisation des acteurs, des opérateurs qui travaillent avec ces artistes. Ça peut être les producteurs, ça peut être les galeries d'art, ça peut être tous les opérateurs économiques qui finalement aussi ont du mal à s'intégrer dans un marché qui va très très vite et sur lesquels ils ont du mal à trouver de la place parce qu'ils n'arrivent pas à récupérer leur investissement. Investissement sur un artiste, investissement, je vois bien pour les producteurs, quel que soit le contenu, hein. Voilà, donc moi je suis partie vraiment du modèle économique à la fois de l'art et du cinéma, hein, que je connais bien. Et autour de moi, donc il y a à peu près 5 ans, effectivement, j'ai donc eu un parcours, d'avocat classique. J'ai intégré des cabinets, je me suis désassociée et j'ai monté un réseau qui s'appelle Avant-Garde Avocat, et je travaille projet par projet sur ce type de projet blockchain, projet par projet en formant une équipe. Et donc nous sommes une poignée, effectivement tu le disais, nous sommes une poignée, Mathieu Quignou bien sûr, qui a l'avantage d'être docteur en droit et chercheur, surtout chercheur enseignant, hein, donc lui il apporte une base théorique passionnante. Il y a d'autres avocats, il y a Thibaut Verbiest qui lui vient du monde numérique pur et dur et de la régulation financière. Hubert Volplan aussi, qui est quelqu'un de très très pointu en régulation financière. Céline Moy, là, une avocate qui intervient aussi et qui est très très performante en ce qui concerne le droit des sociétés et le droit de la régulation financière. Et voilà, en droit d'auteur pur comme moi, on est vraiment une toute petite poignée à vouloir réfléchir. On a des professeurs avec qui moi je discute régulièrement. On a des professeurs qui interviennent, hein, qui régulièrement interviennent sur des colloques, marché de l'art et droit du numérique. Il y a une association qui s'appelle Art et Droit qui a fait déjà 2 colloques sur les arts NFT et marché de l'art, où il y a eu des interventions tout à fait passionnantes qui sont d'ailleurs en voie de publication on peut aller sur leur site. C'est une association très dynamique. Je crois qu'il y a Lucie là, qui est dans qui nous suit doit la connaître. Voilà, donc tout cet écosystème juridique et associatif qui s'est constitué et qui réfléchit ensemble. Donc on se connaît bien, on réfléchit, et moi je forme une équipe aussi avec les sociétés, les startups qui sont membres de la Fédération des professionnels de la blockchain, la FFPB. Sur laquelle il y a, voilà, sur laquelle je vais animer là, le secteur des industries culturelles et créatives, les ICC aujourd'hui, qui regroupent Mais donc ça, tous les acteurs. ouais, ça c'est bien, on pourrait évoquer ce sujet de la blockchain. Je te remercie Ingrid de nous avoir parlé de ton cabinet d'avocat. Justement, comme vous êtes à l'avant-garde, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est, comme tu es à l'avant-garde, tu sais
peut-être tu vois déjà à l'avance les problèmes juridiques qui vont arriver avec les NFT. C'est un peu le Far West. Alors on est partis tous la fleur au fusil en janvier-février. Même nous avec Florent, quand on a lancé cette room, etc., on s'est dit les NFT c'est génial, ça va tout révolutionner. Et puis progressivement, on a vu qu'il y avait des différences entre les NFT. Par exemple, rien à voir entre une édition de 5 NFT avec Damien Hirst qui fait une édition de 6 000, je crois, ou 10 000 ou 12 000, je ne sais plus. À ce moment-là, c'est comme les œuvres d'art que l'on fait en multiples de 12 000. À ce moment-là, on s'éloigne du concept d'œuvre d'art et on rejoint plutôt l'aspect collectible, en fait, la collection, ou alors l'objet publicitaire ou promotionnel. Est-ce que déjà, toi, dans votre cabinet, vous avez affaire à des gens qui viennent vous voir en disant ce NFT-là ne me convient pas, ou le contrat ne... ou alors j'aimerais passer un contrat avec l'acheteur ou l'artiste ou la galerie. Est-ce qu'il y a déjà des problèmes juridiques dans ton cabinet sur les NFT? Alors oui, évidemment, nous, on réfléchit sur toutes les problématiques juridiques qui émergent. Dans les problématiques qui nous sont soumises, il y a d'abord des problématiques de mise en place de plateformes régies par le droit français, prioritairement, donc mis en place en France, même si elle s'adresse à l'international via Internet, via une clientèle qui sera internationale. Mais les premiers questionnements sur lesquels on travaille, c'est la mise en place de plateformes et comment sécuriser, comment ces plateformes peuvent vendre. Alors, moi, j'ai 3-4 projets en cours et les deux concernent donc la mise en vente d'œuvres d'art, mais d'art numérique, hein, donc pas de collectibles. Une autre concerne plutôt des collectibles. Donc là, on s'éloigne, comme tu le disais. Alors, les collectibles, c'est le terme anglais, mais on va dire des objets de collection. Alors, objet de collection, c'est un peu le terme classique du droit de marché de l'art. Je ne sais pas comment on pourrait trouver un terme qui, qui colle aux collectibles. C'est plus une démarche artistique, ça c'est vrai, et c'est pas non plus quelque chose qui relève pas du rapport à l'émotion ou à l'intellect. Donc c'est un nouveau, je dirais que c'est un nouveau produit sui generis, artistique sui generis, c'est-à-dire qui n'est pas encore classé, et sur lesquels voilà, on a des projets de plateformes de vente. Et là, on est dans la structuration de ces projets. Et donc, dans la structuration de ces projets, on a la régulation économique, la régulation financière et la régulation de propriété intellectuelle. Donc, on a 3 catégories de sources de droit qu'on doit combiner dans une ingénierie qui est tout à fait nouvelle pour que la plateforme fournisse à l'acheteur et donc évidemment un produit, un service et un objet sur lequel il y a des garanties et que, comme vous l'avez cité dans l'exemple précédent, il n'y ait pas de déception. Parce que c'est un peu ce problème. La déception vis-à-vis de l'accès, par exemple, à l'œuvre, c'est-à-dire que sécuriser l'accès à l'œuvre digitale qui est adjoint, enfin qui est l'asset, enfin qui est qui est adossé, comme on dit, au NFT. Ça suppose de bien comprendre ce qu'est le NFT par rapport à l'œuvre elle-même, l'œuvre digitale ou l'œuvre physique. Le NFT, c'est juste, donc on dit souvent, c'est un certificat d'authenticité. En réalité, le NFT, c'est un token, c'est-à-dire c'est un jeton. Et un jeton, il est mis en place par un smart contract qui est, on appelle ça le smart contract en anglais, mais en français, il y a une traduction juridique qui a été donnée. C'est un automate d'exécution de clauses contractuelles. Donc, en fait, le smart contract est une ligne de code qui permet l'exécution d'obligations qui ont été préalablement définies. Ce smart contract-là est tout à fait indépendant de l'actif qui est adossé et qui va être l'œuvre digitale. Il est indépendant aussi des droits de propriété intellectuelle
sur l'œuvre numérique, l'œuvre d'art numérique. Donc on a 3 choses différentes qui interviennent lorsqu'on a un NFT. On a l'actif, enfin l'asset, ce qu'on appelle l'œuvre qui est liée au NFT. On a le smart contract qui crée le token. Et puis on a éventuellement ou pas des droits qui sont intégrés à la vente du NFT. Mais ces 3 Ingrid, choses. je te coupe parce que tu pourrais nous préciser ça, parce que c'est très intéressant. C'est la question qui revient tout le temps sur les NFT, depuis des mois que j'en parle autour de moi. C'est de quelle façon est-ce que l'image de l'artiste, mettons le JPEG, hein, que l'on Ouais. propose en NFT, de quelle façon ce JPEG est définitivement lié à la ligne de code que représente le jeton, donc le NFT. Est-ce que on sait que l'image est stockée sur Voilà. IPFS, par exemple, Ouais. Par Interplanetary exemple, File ouais. System? On sait que Ouais. c'est un réseau décentralisé d'ordinateurs qui sont là que pour stocker des fichiers. Est-ce Voilà. que le smart contract précise que le NFT qu'on achète est lié à une image qui s'appelle X, machin truc.jpeg, qui est stockée sur IPFS avec voilà l'adresse exacte, etc. Oui, parce que le smart contract doit le faire via les métadonnées. Et c'est toute la construction du smart contract qui doit être pensée à cet égard-là. Parce que le smart contract, c'est une ligne de code qui est timestamping, et c'est l'exécution de la circulation du jeton. Et ces 2 choses-là sont indépendantes des métadonnées qui vont renvoyer vers l'œuvre digitale. Donc, lorsqu'on a un NFT, on peut avoir un NFT sur n'importe quel autre asset. On peut avoir un NFT sur une œuvre digitale, on peut avoir un NFT sur le tweet Jacques Dorsey qui a mis en NFT son premier tweet. C'est pas du tout une œuvre digitale. Donc, on a un renvoi en général qui est dans les métadonnées. On a un renvoi vers l'œuvre, le visuel lui-même, qui est en JPEG ou en n'importe quel format numérique choisi par l'artiste lui-même. Donc, c'est 2 choses différentes. La ligne de code, le smart contract, 3 choses différentes, la ligne de code, le smart contract et l'œuvre, le visuel de l'œuvre digitale. Est-ce qu'on peut pas rajouter aussi l'intention au final? Parce que si c'est vraiment une intention artistique, est-ce que c'est pas ça qui définirait si c'est une œuvre d'art comparé à justement une collection, des collectibles, qui vont avoir parfois une utilité communautaire ou pratique? Alors, ça n'affecte pas, si tu veux, le NFT. Le NFT, c'est juste une ligne de code. Donc, le NFT est une ligne de code qui est un ancrage dans la blockchain avec un token qui est lié. Oui, mais Que ce soit lié après à un actif qui soit un collectible ou un actif qui soit une œuvre digitale, ça se lie pas dans la ligne de code. oui, oui, tout à fait, Ça- mais parler plutôt d'un point de vue juridique. Tu vois, qu'est-ce qui va définir au final, qu'est-ce qui va faire la différence entre voilà, Bah, une ce question du qu'il y a, boulot. les métadonnées, ce qui est inscrit dans les métadonnées. Donc, dans les métadonnées, il peut être inscrit un JPEG avec l'œuvre digitale. Alors, tu poses après une question qui est fondamentale, c'est combien les séries, le problème de la série. Là, on va trouver dans le droit du marché de l'art quelque chose qu'on connaît bien, qui est les lithographies, les reproductions, enfin les reproductions, les tirages, ce qu'on appelle originaux. Et là-dessus, on a un vide juridique parce que dans le droit du marché de l'art, comment on définit un tirage original? En droit du marché de l'art, on définit un tirage original par référence au Code général des impôts qui dit qu'au-delà d'un certain nombre, donc en fonction du type d'œuvre, au-delà d'un certain nombre, on n'est plus dans l'œuvre originale, on est dans le reproductible. C'est-à-dire on est dans une reproduction qui n'a plus le statut d'œuvre originale au sens fiscal, et donc la notion, et donc le régime qui va avec. Donc, comment appliquer cette définition qui est assez, qui est européenne, parce que une directive a intégré ces notions-là. Comment appliquer ces notions-là à la série d'œuvres qui est jointe à un NFT.
On n'a pas aujourd'hui de loi qui l'impose. C'est, encore une fois, contractuel. Donc, l'artiste qui va minter un NFT, un token, l'artiste qui va émettre un token et minter un NFT va décider combien de fichiers il va associer à ce NFT, de fichiers de son œuvre, du visuel, de l'œuvre digitale. Quand il va décider le nombre qu'il choisit d'émettre. Oui, Donc, mais puis il y a plein d'artistes. Pardon, excuse-moi, je te coupe parce que non, tu me fais vas-y. penser à plein d'artistes, de Warhol à Damien Hirst, qui ont beaucoup joué avec ce vide juridique Oui, de la notion d'art original et d'art reproduit. Parce qu'évidemment, quand Warhol faisait des Marilyn Monroe en sérigraphie, en fait, la sérigraphie, c'est un moyen mécanique de produire des œuvres d'art finalement. Il a beaucoup joué avec ça. On l'a beaucoup interrogé en disant mais vous faites des posters, vous faites des œuvres c'est ça. originales. Donc Mm. parfois il mettait des vrais coups de pinceau, il mettait un petit peu de peinture acrylique dessus pour dire C'est ça. voyez la main de Voici l'œuvre l'artiste originale. est Voilà. intervenue. Mais pour parler des NFT, quand on voit Damien Hirst qui joue avec ça en éditant ses NFT à 6 000, 10 000 exemplaires et en appelant son projet The Currency, c'est-à-dire la monnaie. En fait, il est en train de dire je vais imprimer du papier monnaie. Donc il joue avec ça. Donc effectivement, le vide juridique va durer. Mais Ingrid, j'aimerais juste que tu me dises, est-ce que dans ton cabinet, est-ce qu'il y a déjà des gens qui viennent avec des problématiques NFT, donc je dirais, ce qui sont insatisfaits de certains NFT, est-ce qu'ils veulent attaquer des plateformes de marché, est-ce qu'ils veulent attaquer des galeries, ou est-ce que tu pressens que ça va arriver NFT? Non, oui. Benjamin, on t'entend plus, pardon. Je t'ai plus en... Oh, Non, On a raté allô? la fin, ouais. ouais, je disais, est-ce que tu pressens des problèmes qui vont arriver sur les NFT? Donc oui, je pressens des problèmes parce que on a des opérateurs du marché de l'art qui nous posent des questions. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est fiable? C'est la première question qu'on pose. Qu'est-ce que vous avez comme conseil si on veut acheter? Est-ce que c'est pas, est-ce que vous nous le recommandez? Voilà. Donc ça, c'est un peu. Donc après, on réfléchit avec eux sur quel type de plateforme, qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Enfin, il y a une stratégie à mettre en place lorsque l'on veut collectionner des NFT. Et ça, nos amis de nftmorning.com qui sont enfin NFT Morning, hein, nos amis John et Rémi, nous l'expliquent bien tous les matins avec les collectionneurs qu'ils invitent et les plateformes aussi. Donc, toutes ces différences-là, c'est vrai qu'on a des questions qui nous remontent dans la pratique quotidienne. Il n'y a pas encore, enfin, moi j'en ai pas en tout cas, de litige qui serait introduite, de litige qui serait introduit aujourd'hui là-dessus. Mais on a des questions, une frilosité, et surtout, pour les opérateurs qui veulent se lancer, donc que ce soit les maisons de vente ou les plateformes, qui veulent se lancer sur le marché du NFT, on a des incertitudes au niveau des institutions, notamment le Conseil volontaire des ventes, par exemple, qui a considéré que la vente aux enchères les ventes aux enchères publiques n'étaient pas possibles pour des actifs immatériels comme les NFT. Donc on a une position qui a été émise par un communiqué au mois de mai en indiquant qu'il y aurait, donc il y a aujourd'hui une mission d'étude qui a été confiée à un membre du Conseil des ventes volontaires et sans doute un colloque qui interviendra en 2022. C'est trop long, c'est beaucoup trop long. Donc on essaie effectivement avec la fédération de contacter le conseil volontaire des ventes pour faire remonter ces inquiétudes légitimes des opérateurs du marché de l'art. Il y a aussi une commission au sein de l'AMF qui s'est constituée, donc l'autorité des marchés financiers, pour réfléchir à la notion de NFT. Voilà, Et à il y a, travers il y a plein la de fédération, cotisations. on, Enfin, on- on- on suit l'ensemble de ces évolutions pour permettre de remonter les questions et de faciliter
l'implantation des activités. Donc, dans mon cabinet, j'ai aussi cette activité de suivi. Bon, moi, je suis adossée à la Fédération française des professionnels de la blockchain. Donc, voilà, j'ai cette activité de suivi et d'interpellation des acteurs qui commencent à s'intéresser à ce marché-là. Mais du coup, comme tu l'as dit, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de zones grises, en fait, juridiques. Est-ce que tu penses pas qu'on irait vers une évolution, enfin, vers une adaptation du moins de la loi, voire qu'il y ait un statut spécifique, un peu comme on a eu le statut PSAN sur les cryptos classiques? Est-ce que les NFT finiront par être englobés dans le statut PSAN? Est-ce que ça sera un statut à part? Ou est-ce que justement enfin, on va distinguer l'œuvre d'art du collectible et que ça va être les lois existantes qui vont reprendre en fonction des caractéristiques de chaque NFT? Oui, je pense qu'il va y avoir la première régulation qui va intervenir, c'est manifestement la régulation financière. C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'une plateforme, par exemple, je pense de manière très claire, lorsqu'une plateforme facilite ou émet ou se spécialise dans la vente de NFT, quel va être son statut au regard de la loi Pacte? Est-ce qu'il y aura une ICO? Est-ce que le second marché va impliquer l'obligation de s'immatriculer en tant que prestataire d'actifs numériques? Est-ce que voilà, on va avoir cette première régulation qui va intervenir pour appréhender les NFT. L'autre régulation, ce sera sans doute en ce qui concerne les visuels, moi j'appelle ça les visuels qui seront adossés aux NFT, parce qu'on va avoir des problèmes de contrefaçon. Aujourd'hui, il y a un mouvement très intéressant qui se met en place, c'est les acteurs qui ont déjà des visuels, déjà des œuvres qui ont une notoriété forte, je pense à l'univers Marvel, qui vont lancer des NFT sur l'univers Marvel. Alors pourquoi lancer un NFT sur l'univers Marvel qui est déjà très connu, qui se vend lui-même très bien à travers des produits dérivés divers et variés? Bien, le NFT va être un produit dérivé pour tous ces grands opérateurs qui font déjà commerce. Alors, est-ce que c'est de l'œuvre d'art? Est-ce que c'est du visuel notoire? Les personnages Marvel en eux-mêmes, voilà, dans quelle catégorie on est? On n'est pas dans une catégorie. Est-ce qu'on est dans voilà, la bande dessinée? Donc tous ces actifs intellectuels vont être commercialisés via le NFT, et le NFT va être un produit de merchandising pour peut devenir un produit de merchandising à l'appui de la circulation d'un film, à l'appui de la circulation d'un livre, à l'appui de la circulation d'une bande dessinée. Donc on va avoir cette économie-là qui va se développer. Et là, on va avoir des problèmes de propriété intellectuelle pure, de droit de la propriété intellectuelle pure, qui vont être passionnants. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que, par exemple, les CryptoPunks ont pris un agent. Les CryptoPunks ont un agent qui est une des plus grosses agences d'Hollywood. Et voilà, donc les CryptoPunks peuvent devenir, si on veut une publicité avec un CryptoPunk, je ne sais pas lequel, eh bien on peut contacter cette agence qui va négocier pour le compte de Larva Labs, bien sûr, qui est le studio émetteur des CryptoPunks, enfin créateur des créateur, voilà, ça c'est encore un mot. Est-ce qu'une entreprise peut être créatrice d'un visuel? Ça, c'est une question juridique très très pointue qui s'appelle la question juridique de l'œuvre collective, qui va être la question du droit d'auteur du XXIe siècle. Ça, c'est clair. Alors, on a déjà beaucoup de problèmes là-dessus. Alors, je veux bien expliquer ce que c'est si vous voulez, mais est-ce qu'on m'entend? Oui, 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 très bien. Mais ouais, c'est clair enfin là, on pourrait pas passer des heures sur le cas Marvel et DC, parce que DC aussi ont eu beaucoup de problèmes avec les auteurs pour illustrer tes propos, où justement
les auteurs même de Batman, des choses comme ça, ont commencé à vendre leurs propres croquis. Et donc DC s'est effectivement fâché. Ouais. Je voulais juste, avant ça, proposer aux gens qui nous écoutent, s'ils ont des questions, de ne pas hésiter à venir les poser à Ingrid, même si c'est les habitués, donc ils te connaissent sûrement déjà. Donc voilà, n'hésitez pas à venir à lever la main, et bienvenue. Et bienvenue à toi, ouais, Lucie et Léona. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Ravie d'être là. Je suis de près. Ingrid, Ingrid et moi, on essaye de faire bouger les choses au niveau du Conseil des ventes volontaires, donc qui est l'autorité qui chapeaute les ventes aux enchères. Tout est très verrouillé à cet endroit-là. Ils ne prennent pas la mesure de ce qui est en train de se passer, de l'urgence surtout, et de la temporalité avec laquelle les choses se passent. Mais bon, moi j'ai bon espoir quand même. Oui, tu parlais des maisons de vente. Sotheby's, clairement, va constituer un département et voilà, on voit bien que c'est même plus uniquement des œuvres d'art digital, d'art numérique, pardon, mais aussi des collectibles, Absolument. ou ça peut être des vidéos aussi d'influenceurs. Enfin, tout va être Et surtout, Sotheby's Christie's deviennent des acteurs à part entière dans la curation et dans le développement de certains artistes, etc. Donc il y a vraiment une place à prendre pour les ventes aux enchères en termes d'institutionnalisation aussi des NFT dans le marché de l'art. Et je trouve ça dommage que la France soit complètement à la traîne. Voilà. Bon. Oui, mais là, moi, tu parlais, Benjamin, tu me demandais si j'avais des demandes. Moi, clairement, on me dit, bon, bah alors, quelle est la plateforme qui fait une vraie curation? Bon, donc ça, ok, on peut en discuter, mais clairement, j'ai encore eu un client qui m'a dit, non, mais moi, si je dois me lancer dans les NFT, je passerai par Sotheby's. Et je lui dis, mais pourquoi vous passerez par Sotheby's? Ah bah parce qu'il y a une garantie derrière. Donc cette garantie qui est une garantie d'opérateur fiable et sérieux, voilà, il faut qu'on la retrouve à un moment donné. Donc quand tu parles de la blockchain, de la décentralisation, c'est un peu c'est vrai, hein, c'est une utopie intéressante, mais je crois qu'à un moment donné, je ne sais pas comment la confiance qui doit être autour de l'économie numérique va se concilier avec l'idée qu'il n'y a pas Non, mais de règles. ça, je suis d'accord avec toi, Ingrid. C'est une utopie politique. D'ailleurs, le Bitcoin, dès l'origine, dès 2009, c'est une utopie politique, c'est-à-dire faire un système monétaire, enfin, soi-disant monétaire, décentralisé, où justement, où il n'y a plus de banque centrale, il n'y a plus d'État, et on revient en arrière, finalement, à des millénaires en arrière, où il n'y avait pas d'État constitué, de nation constituée, et chacun gère sa monnaie comme il l'entend. Donc ça, c'est effectivement une utopie. On verra ce qu'il en est, mais sur la chaîne de confiance, moi, ça, j'en parle beaucoup. Dès que je parle des NFT, la chaîne de confiance, c'est pas que le NFT, c'est pas que la blockchain, effectivement, c'est qui est l'artiste, est-ce qu'il est réputé, est-ce qu'il a des réseaux sociaux constitués, quelle est la place de marché, est-ce que c'est Christie's, est-ce que c'est Nifty, est-ce que c'est Foundation, quel est le type de smart contract, comment on l'a acheté, est-ce que c'est avec une enchère, est-ce que c'est un prix fixe, comment on peut revendre, sur quelle place de marché, etc. Et tout ça, c'est la chaîne de confiance et qui est fondamentale pour le développement des NFT. Effectivement, il n'y a pas que la blockchain. Oui, je suis d'accord avec toi. Ah oui, oui, la chaîne de confiance, elle a besoin d'une régulation. Et je sais plus, je lisais ça tout à l'heure dans les actualités, mais il y a quelqu'un qui a dit les NFT ne survivront que si on a une régulation. Alors après, on peut être dans une régulation souple, hein, on peut être dans une soft law, on n'a pas forcément une régulation d'État. On sait qu'on peut avoir une régulation des opérateurs entre eux. D'ailleurs, le droit audiovisuel aujourd'hui, il y a les grandes directives qui se passent dans les rapports entre plateformes et parce qu'il y a de l'argent public, mais on a des régulations qui sont en train de se faire avec les partenaires, c'est-à-dire les syndicats d'auteurs, les syndicats de producteurs, je parle de l'audiovisuel que je connais bien. Donc il y a des régulations qui peuvent être faites. Et d'ailleurs, il y a déjà une forme de régulation dans la communauté. On appelle ça la régulation de la communauté. Il y a déjà une forme de régulation qui se met en place sur Discord, par exemple. On voit bien que quand il y a un scam qui arrive, on a sur Discord des groupes de discussion qui se forment en disant attention, ça va pas du tout,
qu'est-ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Enfin, donc on a déjà une forme de régulation, j'allais dire, informelle, voilà, qui existe, mais sur laquelle il faudra avoir plus de guidelines. Et c'est vrai que les maisons de vente ont leur part à prendre dans cette régulation aussi. Parce que, par exemple, c'est le fisc qui est intervenu pour délimiter les tirages, donc cette législation fiscale, mais on peut imaginer qu'aujourd'hui, en France, ou au domaine, sur le territoire européen, on pourrait très bien imaginer à terme qu'on régularise, ou on émette, de la soft law autour, ou même, pas forcément, ça peut être aussi, une standardisation qui peut être mise en place. Et ça peut être fait que s'il y a une concertation entre les opérateurs, les groupements d'opérateurs et effectivement le législateur. Est-ce que tu peux, vu qu'on parle un peu de fiscalité, est-ce que tu peux nous dire deux mots justement sur la fiscalité actuellement par rapport, enfin voilà, si je suis collectionneur et que je fais des profits, ou si je suis un artiste et je vends des œuvres, comment ça se passe au niveau de la fiscalité? Est-ce qu'il y a une clarté là-dessus? Non, c'est très compliqué. Il y a aujourd'hui, moi, enfin, le problème aujourd'hui de la revente, c'est qu'effectivement, c'est taxé comme un bénéfice. Donc, on a une taxation à hauteur de 30% sur le profit qui est retiré donc de la vente de NFT. Et ça freine un peu la circulation. Donc, les collectionneurs ont tendance à réinvestir plutôt que d'en faire un profit immédiat. D'où, alors on peut voir ça comme une facilitation de circulation. Il n'y a pas de réponse acquise. On se raccroche à la législation fiscale qui existe aujourd'hui, mais qui n'est pas, enfin, qui vient pas régler clairement le statut du NFT et des conditions de vente du NFT. En ce qui concerne la problématique de la TVA qui vient se poser lorsque l'on vend une œuvre d'art, j'avoue que j'ai pas de réponse claire de la part de mes. J'ai deux positions différentes selon les fiscalistes consultés. Donc je me lancerai pas à émettre une position aujourd'hui ici. Ouais, c'est tellement compliqué, sachant que bah, tout dépend aussi, surtout si les NFT sont considérés comme des actifs numériques, et donc du coup, ça changerait tout, parce que, enfin, les bénéfices, ça serait quand on reconvertit les Ethereum en euros, par exemple, Oui, et on serait taxé. ouais, Donc, et je crois que c'est Pierre Persson tout à fait. qui est en train de pousser une simplification et une clarification justement de la fiscalité des NFT et du statut tout simplement des NFT. Donc c'est un député pro-crypto. Donc à voir ce que ça donne. Il est pas mal soutenu apparemment, Tout donc à ça peut fait. C'est l'un des crypto députés avec Jean-Michel Miss, avec d'autres, il y en a 5-6 hein, qui sont sensibilisés à ces problèmes. Et oui, il a proposé un amendement, je crois dans le cadre de la loi de finances, pour appréhender les bénéfices des mouvements de cryptoactifs, les ventes de cryptoactifs. Donc voilà, à voir effectivement comment on aura une réaction ou pas, et un débat ou pas dessus. Sans doute, hein, ça va déjà susciter un débat. Je pense qu'il y aura quelque chose qui va sortir d'ici la fin de l'année. Non, mais j'aime bien, Ingrid, quand tu parles de soft régulation. Parce que quand on est dans l'univers des cryptos, pour ceux qui le sont, bah, quand on s'intéresse aux NFT, on suit quand même, ne serait-ce que le cours de l'Ethereum, etc. Et on voit bien qu'il y a une régulation hard qui pourrait arriver sur les cryptos. En tout cas, le monde crypto craint ça, une régulation forte.
des États finalement. Et quand tu dis, c'est vrai qu'une soft régulation, c'est quelque chose qui pourrait être plus facilement envisagé sur les NFT en tout cas, parce que c'est quand même parallèle à l'univers des cryptos, hein. On est quand même dans une sidechain de la crypto. Donc c'est intéressant. Et moi, je voulais te demander parce que le temps passe vite, et j'aimerais dire à tout le monde qui nous écoute que vous pouvez lever la main, et on vous donne le micro avec grand plaisir pour interroger Ingrid sur tous ces aspects réglementaires. Et après, moi, Ingrid, j'ai juste une question quand même, c'est personnel quand même, c'est toi-même, tu achètes des NFT, tu les collectionnes, ça t'intéresse au niveau directement sur toi, je veux dire? Alors, j'en ai acheté quelques-uns, mais pas énormément, parce que je suis pas. D'abord, je suis pas collectibles, ça c'est sûr. Je vois bien que ça peut avoir un aspect ludique, mais moi, clairement, voilà. Bon, si j'avais pu acheter un CryptoPunk, pourquoi pas, mais c'est pas, je suis pas collectibles vraiment. J'ai pas cette culture-là. En revanche, sur les œuvres numériques, moi, je pense que je mettrais, j'en ai acheté quelques-unes de choses que je trouve sympas, plutôt avec du mouvement intégré. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un outil pour pouvoir projeter mon asset, l'œuvre numérique, chez moi. Et donc, quand j'aurai ce cadre interactif, qui permettra, avec il y a des projets, on a vu quelques-uns lorsqu'on a fait le meet-up, mais je pense que il y a des projets qui vont arriver, et je pense que le jour où j'aurai un cadre et que je pourrai voir, m'installer, mettre de la musique et voir mes œuvres, voilà, me les projeter comme je projette un DVD, là j'aurais peut-être plus envie de, voilà, d'acheter plus de NFT. Ouais, c'est vrai que le fait de ne pas en profiter dans le sens habituel des œuvres d'art, une œuvre d'art, on en profite, c'est-à-dire on l'a sous les yeux, en fait. Et c'est vrai que là, avec le numérique, on l'a pas tout le temps sous les yeux. Non, on l'a Et, pas. non, ouais. Et puis les formats qu'on a, que ce soit, bon, même si on a un bel écran d'ordinateur, enfin moi j'estime que voilà, une œuvre d'art, on doit pouvoir la voir et la faire voir, surtout. Et pour moi, c'est pas complètement satisfaisant, mais c'est peut-être une question de génération aussi, j'en sais rien. C'est pas complètement satisfaisant de la voir sur mon iPad, sur mon iPhone, sur mon Mac. Sur Pardon Open, pour la pub. Pardon. sur OpenSea, je disais, petite blague. Oui, voilà, mais c'est bon, voilà. Donc moi, j'ai besoin de ce relais d'un outil qui soit plus dans mon environnement personnel, parce que je suis une acheteuse d'art physique. Et ce qui me plaît dans les œuvres digitales, c'est le mouvement qui peut être intégré. J'avoue que voilà, c'est très personnel, donc je réponds à la question très personnelle. Mais en termes de propriété intellectuelle, on a vraiment une lourde question sur l'œuvre collective, sur la notion d'originalité, mais au sens du droit d'auteur, et non pas d'originalité au sens peut-être où les plasticiens l'entendent, ou au sens où peut-être où le marché de l'art l'entend, mais vraiment au sens du droit d'auteur, c'est-à-dire que l'originalité, c'est le critère de protection par le droit d'auteur. Et le critère de protection de le droit d'auteur, ça veut dire que ça ouvre possiblement l'action en contrefaçon et l'arsenal des mesures qui vont avec. Donc, voilà, tous les visuels qui sont associés à des NFT sont-ils des œuvres d'art susceptibles d'être protégées par, enfin en tout cas, pour lesquelles la loi l'arsenal de la contrefaçon et la loi pourraient intervenir? Je suis pas sûre. Sincèrement, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que toutes les créations adossées à des NFT soient éligibles à la protection de l'arsenal législatif. Quand je dis que je suis pas sûre, c'est que je pense que c'est pas souhaitable quelque part. Je pense qu'il faut rester dans un domaine où peut-être des visuels sont valorisés par la notoriété d'X ou Y, un petit peu comme l'a fait Damien Hirst. Damien Hirst, c'est je suis l'émetteur d'une monnaie
juste sur mon nom et ma carrière et peu importe le visuel, quoi, ou Gary avec ses petits bonhommes. Donc, moi, je crois que le droit d'auteur, la protection du droit d'auteur et la sanction qui va avec, c'est-à-dire la contrefaçon, doit rester sur des efforts créatifs vraiment individualisables, vraiment qui s'inscrivent dans une démarche artistique. Alors après, c'est vrai que la frontière est délicate entre leur démarche artistique conceptuelle. Il y a un artiste qui a vendu du vide. Il a vendu un espace vide. Je sais pas, je me souviens plus de son nom. Oui, puis en NFT, on trouve aussi des images toutes blanches ou des images toutes noires, enfin des monochromes en fait. Donc ils reprennent l'idée du monochrome de Malevich, Voilà, de Malevich, ouais. en JPEG, etc. Mais bon, Ingrid, je te remercie beaucoup. Tu sais qu'il est déjà passé 19 heures. On essaie de toujours maintenir une room d'une heure, entre 18 et 19. J'aimerais demander à l'audience s'il y a juste une question encore pour clôturer. Sinon, en attendant que quelqu'un lève la main, j'aimerais, avant de clore cette room, vous dire que figurez-vous que demain, je vais dans la belle ville de Arles, dans le sud de la France. Il y a un événement qui s'appelle Octobre numérique et il y a une table ronde sur les NFT avec John Carp, notre fameux John Carp qui anime le NFT Morning le matin. Et donc je serai demain à cette table ronde. Il y a aussi des collectionneurs de NFT. Et puis il y aura aussi Agoria, l'artiste musicien de musique électro qui fait aussi des NFT sur Foundation, qui sera là en table ronde. Donc je serai demain à ces tables rondes à Arles. Et puis je vous ferai un compte rendu mardi prochain. Et il y a Julien Bonnel qui est avec nous, qui aimerait poser une question pour clôturer cette room. Bonsoir Julien. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Bonsoir. On t'écoute Julien. Oui, j'avais une question pour Ingrid concernant les œuvres physiques qu'on vend via NFT. Est-ce qu'il y a une réglementation différente que les œuvres numériques? Non, non, pas du tout. Il y a pas de réglementation. C'est l'asset est donc lié simplement à une œuvre qui n'est pas digitale, donc qui n'est pas hébergée sur un serveur différent, mais qui existe dans la vie réelle. Et donc, ça suppose qu'il y ait un marchand qui délivre l'œuvre avec tout ce qu'on connaît dans le marché de l'art habituel. Il n'y a pas de réglementation spécifique qui soit liée. Le NFT vient, j'allais dire que le NFT est un accessoire de la vente, en réalité, dans ce type d'opération. Dans ce cas-là, on vend un certificat plutôt que l'œuvre numérique. On est d'accord? Le NFT va servir de certificat et le NFT va permettre aussi de suivre, comme le disait Benjamin, va permettre de suivre les reventes successives de l'œuvre. Le NFT associé à l'œuvre, si tant et si bien que le lien puisse être garanti entre alors soit par une puce, soit par un procédé qui le garantisse de suivi. Le NFT va donc ancrer la spécification de l'œuvre dans la blockchain, dire que cette œuvre correspond va décrire l'œuvre, et puis surtout va permettre à chaque fois, c'est un certificat de propriété qui va permettre à chaque fois que l'œuvre est revendue au propriétaire initial, donc l'artiste, propriétaire de la toile, du support matériel physique, de pouvoir toucher sur les reventes du support matériel. Mais c'est indépendant des droits sur l'œuvre qui est incorporée dans ce support, sauf s'il y a eu une cession de droit qui a été stipulée dans le cadre des éléments donc qui sont liés au NFT et qui serait donc une cession de droit contractuelle qui vient en plus de l'œuvre d'art physique. Bon. De la même manière que quand on acquiert une œuvre d'art, on n'acquiert pas les droits
de propriété intellectuelle, c'est-à-dire les droits de faire des photographies de l'œuvre, d'en vendre des posters, eh bien, ça reste exactement le même principe qu'on l'acquiert via, de la crypto-monnaie avec un NFT ou, de manière, plus classique, dans une vente de gré à gré, en payant en fiat monnaie. Donc le droit de propriété intellectuelle n'est pas cédé, dans le smart contract, sauf si ça a été codé et précisé, en tant que tel dans un contrat annexe, qui est, joint au NFT. Bon, en tout cas, merci Ingrid pour ces précisions. Merci Julien pour cette question. On va devoir clôturer cette room. On essaie de faire toujours une heure pile pour aussi vous donner envie de revenir mardi prochain à 18h, nous écouter. On aura encore d'autres points d'actualité, d'autres invités, etc. Merci beaucoup, merci mille fois Ingrid Merci à vous. pour cette room, pour toutes tes précisions. C'est vraiment passionnant. C'est un sujet qui va devenir majeur, je pense, dans les mois qui vont venir, dans les années qui viennent sur les NFT. Donc, on te réinvitera évidemment parce qu'il y aura des updates, à mon avis, très importantes qui vont arriver. Merci à tous. Florent, je crois que c'est le moment. Je vais clôturer la room. Et à très vite, à mardi prochain, 18h. Au revoir, à bientôt. Au revoir. À mardi, Merci, merci bonne beaucoup. soirée. Merci.